Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez toujours bien depuis nos 2 séances. Et à l'occasion de ces séances, j'aimerais préciser que ces séances font foi de cours magistraux, du moment qu'elles portent sur les notions générales et élémentaires du module objet de notre cours. Et à partir de la présente séance, durant laquelle nous allons imbiber la théorie du droit par le flair de la pratique, que nous pourrons concrètement parler de cours de TD. Donc ceci dit, et pour aborder comme convenu lors de notre dernière séance, qu'est-ce qu'une action en justice, je vous propose de survoler la nature de cette action. Alors à cette fin, il convient de noter que la théorie traditionnelle qui gouvernait autrefois l'action voulait que cette action désigne le droit en mouvement. Mais selon la théorie récente de l'action, elle se veut une voie de droit qui ne se confond pas avec le droit qu'elle sanctionne. Elle est donc soumise à des conditions de recevabilité distinctes. Elle suscite encore le sens du droit, du pouvoir accordé à une personne d'agir en justice, c'est-à-dire de déclencher la machine judiciaire. Ce pouvoir a un caractère légal, du moment qu'il est prévu par la loi et reconnu par la loi, mais il est aussi facultatif, car la personne n'est pas forcée d'agir ou de ne pas agir en justice. Alors le caractère facultatif de l'action en justice apparaît du fait que l'individu a l'apanage et le libre soin d'engager ou non l'action en justice. Il peut par conséquent renoncer à cette action, mais sans préjudice des dispositions prévues par l'article 119 du Code de procédure civile relative au désistement. Et là, l'individu souhaitant renoncer à cette action est invité, est appelé à remplir certaines formalités moyennant un acte écrit ou une déclaration consignée au procès verbal. Et si l'action revêt un caractère facultatif vis-à-vis des justiciables, il en va autrement pour le juge. Elle revêt en revanche un caractère obligatoire vis-à-vis des juges, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile qui précise que le juge ne peut se dispenser de juger ou de rendre une décision. Toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement. Donc, comme nous l'avons indiqué lors de notre première séance, où nous avons signalé qu'à défaut de jugement, le juge sera reproché de déni de justice. Et pour rappel, nous avons vu lors de notre précédente séance les conditions à réunir pour rester en justice, qui se matérialisent par la qualité, l'intérêt et la capacité. Ainsi, il faut retenir que le juge relève d'office, bien sûr, le défaut de qualité ou de capacité ou encore d'intérêt, voire le défaut d'autorisation lorsque ceci en est exigé à l'occasion d'une représentation, le cas échéant. Alors, ce faisant, nous allons nous atteler à définir avec précision cette première condition dictée par le Code de procédure civile, notamment l'article 1er de ce code en vigueur, qui est en l'espèce la qualité et qui est davantage une notion d'ordre public. Et comme on l'avait brièvement et précédemment défini, la qualité est bien sûr le titre sous lequel on figure dans un procès civil. Et donc peut être partie à ce procès toute personne est physique et morale. Alors pour les personnes physiques, il s'agit de toute partie au procès, bien sûr en qualité de défendresse ou de demanderesse, tout d'abord, oui, ou encore de tiers intervenants, tout en justifiant
de la titularité de droit d'agir en justice, c'est-à-dire que la partie au procès doit être titulaire de ce droit d'agir ou justifié de son mandat par lequel elle est habilitée à défendre l'intérêt personnel d'autrui conformément aux articles 33 et suivants du Code de procédure civile. Quant aux personnes morales, et en vertu des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, sont assignés l'État en la personne du chef du gouvernement à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu, le Trésor en la personne du trésorier général, les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes, les établissements publics en la personne de leur représentant légal, la direction générale des impôts en la personne du directeur général des impôts pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence, la direction des domaines de l'État en la personne du directeur des domaines de l'État pour le contentieux relatif au domaine privé de l'État, tel qu'il ressort bien sûr, et d'ailleurs, comme on l'avait dit, des dispositions de l'article 515. Et donc, ainsi, et chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux est pour objet de faire déclarer débiteur l'État, une administration publique, un office ou un établissement public de l'État dans une matière étrangère à l'impôt et au domaine, l'agent judiciaire du Trésor doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête. À ce sujet, le Royaume du Maroc s'est inspiré du modèle français pour instituer, bien sûr, l'agence judiciaire du Royaume par un dahir remontant à l'année 1928 qui fut remplacé par le dahir de 1953 portant réorganisation de cette agence. Dans le même sillage, il faut noter que l'agence judiciaire du Royaume dépend bien sûr du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, dont la principale mission est de défendre notre royaume dès que l'État est débiteur, en y excluant l'impôt et les domaines publics. Et au regard de l'alinéa 2 de l'article 34 du Code de procédure civile, les administrations publiques sont valablement représentées en justice par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet. De surplus, l'alinéa 4 de l'article 354 du Code de procédure civile assortit l'État demandeur ou défendeur d'une dérogation visant à le dispenser du ministère d'avocat. Et ce même article ajoute par le biais de son dernier alinéa que s'il fait usage de cette dispense, ses requêtes et mémoires sont signées par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Cette délégation peut être générale pour toute autre catégorie d'affaires. Chose qui coïncide avec l'esprit de la loi organisant l'exercice de la profession d'avocat, et ce, par le biais notamment de son article 33, qui dispose que l'État, demandeur ou défendeur, est dispensé du ministère de l'État, du ministère d'avocat, pardon. Et ce même article rejoint l'esprit aussi du Code de procédure civile en y ajoutant que les administrations publiques représentées par un de leurs fonctionnaires habilités à cet effet peuvent dans tous les cas suivre elles-mêmes les procédures sans autorisation spéciale. Ainsi, doivent être communiquées par les soins du greffe les causes énumérées au paragraphe, bien sûr,
1, 2, 3 et 6 que je défile devant vous, à savoir celles concernant l'ordre public, l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens et habous et les terres collectives, celles concernant la famille, celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal, les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d'alliance. Alors pour ce, le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. Et là, le tribunal peut ordonner d'office cette communication. Mention doit être faite dans le jugement à peine de nullité du dépôt ou de prononcer de ses conclusions, tel qu'il ressort de l'article 9 du Code. Alors, en approchant en profondeur, qu'est-ce qu'on entend par la notion de qualité qui constitue une condition de recevabilité d'existence de l'action en justice, exigée tant en demande qu'en défense? Il convient de conforter et d'alimenter nos éléments de cours par des cas pratiques et des cas d'espèce, vu la technicité de la matière qui nous l'impose, pour qu'on parviendrait in fine à joindre l'utile à l'agréable. Et pour vous imprégner dans cet exercice, je vais défiler devant vous la version originale de l'arrêt, objet de l'étude, conformément aux dispositions de la loi numéro 364 que nous avons relative à l'unification des tribunaux, que nous avons interpellée lors d'une première séance, dans le souci d'unification et d'arabisation de la justice, que j'ai le soin de traduire pour que je puisse toujours vous associer à cette réflexion. Donc à cet effet, je vous invite à prendre part avec moi à l'étude d'un cas pratique axé sur la notion de qualité que nous allons mettre à l'épreuve de la pratique, et ce, à travers un arrêt rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca en date du 4/7/2000 et dont les faits se résument comme suit. Alors essayez de suivre en parallèle avec moi dans la version arabe. Donc, et là, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme, attendu que l'intimé ou la partie intimée a invoqué l'irrecevabilité de l'appel au motif que la partie opposante n'était pas partie en instance et qu'elle n'a pas la qualité requise pour interjeter appel, et attendu qu'elle ne peut faire opposition au jugement rendu en première instance ou encore former tierce opposition, et étant donné que cette tierce opposition n'a pas été formée dans le délai imparti par la loi, le recours à l'appel doit être déclaré irrecevable. Et attendu que l'appel est une voie de recours ordinaire permettant de faire réformer ou annuler par une juridiction de second degré la décision rendue par une juridiction de première instance, et attendu que l'appel n'est que l'exercice d'une action en justice qui doit remplir les conditions générales de l'action, à savoir la qualité, l'intérêt à agir et la capacité, tel qu'il ressort de l'article 1er du Code de procédure civile, et attendu que la partie opposante ait qualité la Caisse nationale du Crédit agricole n'a pas été partie en instance et ne peut par conséquent interjeter appel, quelle qu'en soit sa qualité. Et donc, faute de qualité, et étant donné que l'appel n'a pas été interjeté dans les formes exigées et édictées par les dispositions de l'article 764 désormais du Code
de commerce, et ce n'est plus le cas de l'article 730, donc le contenu est le même, mais il est désormais fait foi de l'article, il s'agit désormais de l'article 764 au lieu de l'article 730, conformément à la version consolidée du Code de commerce qui dispose en substance que l'appel ainsi que la tierce opposition sont formés par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la notification et de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la loi. Il appert à travers la lecture de cette disposition que ne peut former appel que la partie ayant eu cette qualité de partie en instance et eu respect aux formalités édictées en la matière, pour que la décision soit notifiée conformément aux procédures, le cas échéant des difficultés de l'entreprise ou de liquidation judiciaire. Alors, eu égard à ce qui précède, l'appel formé par la Caisse nationale du crédit agricole est déclaré irrecevable pour défaut de qualité. Et par ces motifs, la Cour d'appel du commerce a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse en question tout en la condamnant aux dépens. Tel était l'arrêt de la Cour d'appel, objet de notre cas pratique. Alors, ceci dit, et donc l'enseignement majeur à tirer de cet arrêt, c'est que, notez bien, c'est que les cours d'appel doivent être suffisamment vigilantes par rapport au devoir qui leur incombe, en l'occurrence, de vérifier la recevabilité de l'appel quant à l'ouverture de cette voie de recours, chose qui coïncide avec la notion de fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge dès que la qualité ou la capacité ou encore l'intérêt fassent défaut, qui, en rapport avec ce que nous avons vu lors de notre première séance ou notre dernière séance, les exceptions de litispendance ou de connexité ainsi que les exceptions aux fins de non-recevoir doivent être invoquées simultanément et avant toute défense, avant toute défense, bien sûr. Il s'agit des irrégularités qui grèvent la forme, tout en rappelant à cette fin que la qualité est une notion d'ordre public qui doit être invoquée d'office et vérifiée par le juge. Alors, par cette lecture combinée des dispositions des articles 1er et 49 du Code de procédure civile, que je vous invite à consulter. Donc, ayez toujours devant vous votre Code de procédure civile. Notre séance prend fin et sur ce, j'espère que la présente séance vous a été autant utile. Merci d'être à l'écoute. Restez attentifs pour qu'on puisse par la même manière approcher via le terrain pratique les dispositions se rapportant lors d'une prochaine séance, se rapportant cette fois-ci à la notification. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la séance prochaine, Inch'Allah.